Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue ce webinaire sur les TLM, donc toujours les mêmes, comment rompre le cercle de ces habitués-là et élargir la participation citoyenne. Je m'appelle Emeline, je suis responsable conseil chez Cap Collectif et je suis accompagnée aujourd'hui de notre responsable communication, Capucine, en charge de la Plutôt l'antenne technique aujourd'hui, technique. si vous avez des Euh, soucis. Et aussi, du coup, nos trois intervenants, donc Simon de la ville de Pantin, Tim et Catfish de l'entreprise PAM, et je vous laisserai vous présenter dans quelques minutes. Ce que je vous propose au programme, c'est une brève introduction d'abord sur nous, comment on s'approprie le sujet des TLM au sein de chez Cap Collectif, et ensuite de passer au vif du sujet, c'est-à-dire le retour d'expérience de la ville de Pantin et de l'entreprise dans le cadre de leur budget participatif. Est-ce que tu peux mettre en grand écran, Capucine, Ah oui, pardon, je diapo? Ouais, peux merci. mettre diapo. C'est plus esthétique. Oui, tu as raison. Et avant de rentrer dans le sujet, ce qui m'intéressait, c'était de vous demander qu'est-ce que pour vous, les TLM, quels mots vous viennent à l'esprit quand on vous dit toujours les mêmes, parce qu'on peut avoir une définition assez large et je trouvais ça intéressant là de co-construire rapidement une définition. Du coup, je vous invite à aller soit sur WooClap et de rentrer le code CAPCO TLM ou alors directement de scanner le QR code et je vais bientôt lancer question. Capucine, je pense qu'il faut que tu me laisses le partage d'écran, c'est ça? Oui, pardon. Non, mais peut-être vous laisser. Ah, attends. Hop, je vais inventer le champ libre si tu veux. Alors, j'ai un problème de partage. Hop. Sinon, on peut le faire via le navigateur, hein. Ouais, mais je pense que. Alors, non, je suis obligée de quitter le webinaire. Sinon, Capucine, peut-être que tu peux partager. Ah, bah non, ça marche pas. Ah, attends. Ajouter des collaborateurs, Capucine, je t'envoie le. Comme ça, tu pourras partager ton écran. Les aléas du direct, désolé tout le monde. Je vais vous Ah, faire. ça ne veut pas fonctionner, c'est pratique ça. Ouais, je suis désolée, j'ai pas de solution, sinon je vais voir qui. Peut-être le faire dans le chat, hein, sinon tout Oui, ça on de peut se le faire manière dans le chat. plus C'est pas le meilleur. low-tech. Ce que je vous propose peut-être quand je vous dis TLM, c'est quel public d'abord vous pensez en premier. Vous pouvez écrire dans le chat pour voir ce qui ressort le plus. On va essayer d'improviser. Ouais, les personnes âgées qui sont éloignées du numérique. 2 points pour les personnes âgées, les CSP+, effectivement, les associations. Les personnes retraitées, ça peut, mais c'est quand même des gens qui participent souvent aux réunions publiques, principalement des hommes. Oui, ça peut. Les jeunes, beaucoup les jeunes. Après, pour revenir sur les hommes, généralement, on voit que les femmes, par exemple, dans les réunions publiques ou dans les ateliers, c'est celles qui participent le moins. Donc, peut-être que ça dépend du dispositif. Les personnes qui utilisent les réseaux sociaux, ouais, ça peut être aussi une bonne manière, les réseaux sociaux, du coup, d'aller les chercher. Donc, c'est ce qu'on voit aussi avec les jeunes, où il y a beaucoup de collectivités qui se retrouvent sur Snapchat, par exemple, pour promouvoir les budgets participatifs. Les propriétaires. Il y a aussi les personnes en QPV. Beaucoup. Moi, je pense aussi aux personnes allophones. Et est-ce que, du coup, quels peuvent être les freins, du coup, à leur participation? Alors, les personnes déjà engagées, sensibilisées à la vie publique. Alors, finalement, ces personnes qui sont déjà engagées et sensibilisées à la vie publique, au contraire, c'est ceux qui font partie des. Oui, justement, c'est ce que vous dites, peuvent faire partie des TLM.
Alors le manque de temps, ouais, c'est vraiment un enjeu central. La charge mentale, surtout par exemple sur les familles, monoparentales qui ont pas le temps, de se mobiliser. Le sentiment d'illégitimité qu'on retrouve très souvent chez les jeunes, mais aussi les personnes en situation, de précarité ou les personnes en QPV. L'inutilité de la contribution, ouais. Le désintérêt de la chose publique, tout à fait. Et est-ce que vous avez des bonnes pratiques justement pour pallier à, ces freins? Par exemple, le désintérêt à la chose publique, ça peut passer par l'éducation, on peut passer par les enfants. Est-ce que vous avez quelques bonnes pratiques à nous, transmettre? Évidemment, la perte de confiance dans les institutions, ça fait partie aussi, voilà, de la crise démocratique, la perte de confiance. Quelques bonnes pratiques, le aller vers, oui, aller sur le terrain. C'est d'ailleurs ce dont Pantin va nous parler. Le porte-à-porte également, ouais. La garde d'enfants, ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans les projets, participatifs de mettre ça en place. La ville de Rennes l'a fait notamment. Le tirage au sort d'un panel, tout à fait. Les traductions, c'est quelque chose qu'on voit aussi, régulièrement dans les villes, où il y a beaucoup de multiculturalité. Ouais, le contact avec les centres sociaux, donc vraiment de s'appuyer sur des relais avec des gens qui savent parler déjà à ces publics-là pour, qu'ils aident à relier l'information. Des événements festifs, tout à fait. Et les personnes relais au sein des quartiers, c'est quelque chose des choses aussi qu'on voit régulièrement dans le cadre des budgets participatifs, où en fait, c'est aussi des porteurs de projets où ils ont vu leur projet réalisé, s'emparer du budget participatif et aller dans les quartiers pour, justement aller à la rencontre des citoyens. Des mouvements conviviaux associés, oui, ça, c'est quelque chose qui fonctionne, assez bien. Dis donc, vous avez plein d'idées. Les conseils de citoyens, les associations de proximité, tout à fait. Hem, Bah, écoutez, merci pour, ce temps. Désolée pour le bouclap, petit problème technique, toujours un peu pareil. Avant de, du coup, laisser la parole à la ville de Pantin et l'entreprise, PAM, on voulait un peu vous parler aussi de nous, du rapport qu'on a, avec, les TLM, donc toujours les mêmes et comment, du coup, élargir cette participation. Donc c'est une question dont on s'est emparé, régulièrement puisque ça a toujours été un enjeu central de la participation citoyenne. Et il y a 2 ans, on a organisé un atelier pour, en fait, co-construire des fiches de bonnes pratiques avec des collectivités, avec des experts de la participation citoyenne, pour voir comment on peut inclure, un large public. Donc quand on a organisé cet atelier, on l'a structuré exactement de la même manière dont je vous ai, parlé tout à l'heure. C'est d'abord d'identifier les publics les plus éloignés, hem de la participation citoyenne, donc comme les personnes en QPV, les jeunes, les retraités, et cetera. Ensuite, de recenser les freins à la participation de chaque public, donc chaque groupe devait s'occuper d'un public. Et ensuite, identifier les freins permettait aussi de proposer des bonnes pratiques par rapport à ces freins et comment lever ces freins. Donc grâce à ce temps, de co-construction, on a pu créer des fiches pratiques, il y en a 6 au total qui sont disponibles, sur notre site. Capucine va le remettre, dans le chat et elles sont construites toutes de la même manière. D'abord, ce sont les freins identifiés selon le public, qu'on a choisi. Une bonne pratique, donc il y a plusieurs bonnes pratiques dans une, fiche et ensuite, on a décidé aussi de donner comment on met en œuvre cette bonne pratique, avec quel levier, avec voilà, plein de retours d'expérience des collectivités, mais aussi des participants qui y avaient, à notre atelier, avec un exemple assez, percutant aussi, voilà, pour s'inspirer. Je vous invite à télécharger ces fiches parce qu'il y a des publics assez, voilà, qu'on connaît, difficiles à mobiliser comme les personnes en QPV, les jeunes, et cetera. Mais aussi, il y a une participante qui nous a proposé, la nature et l'environnement et comment inclure l'environnement et la nature dans les démarches de participation citoyenne. Un sujet dont on parle pas forcément, et je trouve ça très, très intéressant donc voilà, je vous invite à télécharger les fiches. Sauf qu'on s'est dit aussi que chez Cap Collectif, les fiches, c'est bien beau, mais ça ne suffit pas, en tout cas sur le terrain. Donc pour ça, on a conçu un dispositif avec La Poste, pour vraiment
élargir les démarches de participation. On s'est appuyé du coup sur le numérique avec nos plateformes de cap collectif, mais aussi du présentiel sur les réseaux de proximité La Poste, voilà, pour avoir des démarches beaucoup plus inclusives et pour massifier les démarches. La manière dont ça se matérialise, donc le dernier exemple qu'on a, en date, c'est, dans le cadre du débat dans l'Allier, de la CNDP. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a une mine de lithium qui a été découverte dans l'Allier et donc la CNDP s'est saisie, cet enjeu pour, lancer un débat. Donc on a lancé un débat en ligne sur la plateforme Cap Collectif sous forme de questions-réponses ou tout simplement, voilà, donner son avis sur le projet. Mais en parallèle, on a vraiment, fait une mobilisation, sur place avec d'abord une remise commentée d'un dépliant d'information avec qu'est-ce que la CNDP, pourquoi c'est important de participer au débat, qu'est-ce que l'allier, comment, on va, l'extraire et comment surtout participer. Et ensuite, on a dépêché des ambassadeurs dans plusieurs bureaux de poste, identifiés donc comme des lieux stratégiques, donc à côté des lieux d'extraction de la mine de lithium pour sensibiliser les citoyens, les informer, leur dire qu'il y a des réunions publiques à côté de chez eux, que c'est important d'être, mobilisés et c'est quelque chose qui a très bien fonctionné puisque les réunions publiques étaient, complètes. On a eu plus de 3 000 contributions, au débat avec, voilà, plus de 30 000 courriers distribués et on a réussi à toucher 250 citoyens, dans, les bureaux de poste où on sait que, voilà, c'est un peu des terrains, reculés où il y a beaucoup de fractures numériques, où il y a beaucoup de personnes âgées. Donc ce dispositif a permis d'aller chercher un public qui n'allait pas forcément, en tout cas, d'abord sur le numérique, mais aussi aux réunions publiques. Voilà pour ça et maintenant, je laisse la parole, à Simon, donc pour le retour d'expérience, donc la ville, de Pantin, et Catfish et Tim de l'entreprise PAM. Est-ce que Hop. Bonjour à tous. Alors, je sais pas si je peux partager mon écran alors Capucine, parce que j'ai pas les droits. Alors, je suis en train de vous les... plusieurs panélistes pour partager. Normalement, c'est rétabli. Si vous pouvez refaire le test. Mais ne bosse pas. Alors, attendez. Je vais pas... Pourtant, c'est bien. Euh, Je vous Sinon, cherche. Sinon, ouais. attendez, bougez pas. J'essaie de résoudre. Pour commencer, je vais me présenter rapidement et je laisserai la parole à Tim et Catfish avant de passer à la présentation. Donc, moi, je suis Simon Boulou, je suis responsable du pôle participation citoyenne et ah, Mm. Simon, on vous entend plus? développement. Décidément, le numérique n'est pas de notre côté, pour ce webinaire. On prend peut-être le relais avec Tim. Ah, Simon est revenu. C'est bon, je peux Ouais. partager. Donc, je disais, je suis responsable du pôle participation citoyenne et développement social urbain. Donc, en gros, c'est le pôle qui s'occupe de tous les dispositifs de participation et aussi, du coup, de la partie politique de la ville et relations avec des bailleurs. Voilà, depuis 2 ans à la ville de Pantin et avant, je faisais un peu la même chose à la ville de Paris dans le 17e arrondissement. Et donc, côté PAM, alors on n'a pas de. Je sais pas pourquoi on n'a pas eu l'option de mettre la caméra, mais on vous salue quand même avec beaucoup de sourire. Moi, je suis Catfish, je suis le directeur de l'entreprise à but d'emploi PAM. Et moi, c'est Tim, je suis le responsable du pôle solidarité chez PAM. Alors, peut-être pour commencer sur le budget participatif de la ville de Pantin, pour vous dire que du coup, il a été créé en 2018, donc on a fait 5 éditions depuis 2018, mais à l'origine, on en a fait une en 2018, 2019, donc pas en 2020, puis 2021, 2022. Et en 2023, on a fait une pause pour faire une révision du dispositif et on a fait pas mal de changements pour notamment essayer de renforcer la participation des publics les plus éloignés. Parce qu'un des constats, du coup, dans ce moment de révision, ça a été qu'on avait moins de projets lauréats dans les QPV et moins de budget alloué.
Ce qui était assez frappant, c'est que donc dans nos QPV, on avait par contre en phase de dépôt de projet une surreprésentation des QPV et notamment des cas de chemin, parce qu'en fait, c'est des quartiers où il y a une dynamique associative qui est assez importante et du coup beaucoup de projets déposés. Mais que par contre, en fait, cette dynamique-là, on la retrouvait pas du tout au moment du vote. Et que du coup, à l'inverse, c'était enfin, un quartier où il y avait bon, le nombre de projets lauréats qui était assez correct par rapport aux autres quartiers, mais le budget alloué qui était beaucoup moins important que des quartiers de centre-ville. Euh, et alors, ce qu'on a remarqué, c'est que donc, si on avait beaucoup de projets déposés parce qu'il y avait une dynamique associative, au moment du vote, par contre, les habitants des QPV se mobilisaient moins. Ou en tout cas, on arrivait moins à les capter. Et aussi que, après, dans la teneur même des projets, euh, vu que c'était des projets plus associatifs, on avait aussi des projets qui coûtaient moins cher. Donc, du coup, ça se retrouvait à la fin dans le budget alloué par quartier, où on avait des projets moins coûteux que sur les autres quartiers. Donc là, on pouvait moins jouer sur ça. Euh, mais voilà. Donc, du coup, partant de ça, on a essayé de faire pas mal de changements, à la fois dans le règlement du budget participatif pour essayer de rééquilibrer et enfin, de limiter cette dynamique de budget moins important à louer, et aussi donc, du coup, de mettre en place des dispositifs pour aller mieux chercher les habitants des QPV. Donc, on a fait toute une série de changements. Je ne vais pas tous les exposer parce qu'ils ne concernent pas tous le sujet du jour. Euh, mais bon, après, je pense que de toute façon, quand on veut aller chercher les publics les plus éloignés, il faut pas, enfin, il faut jamais n'avoir que cet objectif en tête et aussi prendre le temps de réfléchir au dispositif global. Donc, je pense que c'est important. Mais donc sur la partie de comment aller chercher d'autres publics, en fait, notre idée, ça a été un peu de re-questionner notre posture à nous au moment de la votation du budget participatif et de se dire que on n'était peut-être pas tout le temps les meilleures personnes pour aller parler aux habitants des QPV parce que des fois des barrières de la langue ou des difficultés à bien communiquer. Et donc, du coup, on a essayé deux choses. La première, ça a été plus ou moins un échec, c'était de se dire que sur les vacataires qu'on voulait, enfin, on a 6 équivalents temps plein, en gros, au moment de la votation du budget participatif. Là, on a essayé de se dire qu'on allait essayer plutôt d'aller recruter dans les jeunes des QPV et du coup d'avoir des gens de terrain qui allaient pouvoir à la fois être vacataires pour la mairie, mais aussi prendre plus possession du dispositif et en parler autour d'eux et du coup avoir cette dynamique-là. Bon, ouais, ça n'a pas trop bien marché, à la fois parce que je pense que nous, on n'a pas trop eu le temps d'aller mobiliser tous les réseaux et puis parce que ça n'a pas très bien pris. Donc, on a eu sur les 6, un jeune de Pantin, mais en fait, qui l'avait appris par sa fac. Donc, bon, bref, les réseaux n'ont pas très bien fonctionné à ce niveau-là. Euh, et du coup, le deuxième dispositif qu'on a mis en place, c'est de se dire qu'on allait faire une prestation avec PAM, du coup, qui est l'entreprise à but d'emploi de la ville, pour que eux aussi fassent de la mobilisation pendant la période de votation du budget participatif. Et du coup, là, je vous laisse la parole, Tim et Catfish, Ouais, pour merci expliquer un beaucoup, peu. Simon. Rappeler peut-être rapidement ce qu'est une entreprise à but d'emploi. Euh, Vous connaissez sûrement toutes et tous des entreprises comme Emmaüs ou enfin des entreprises sociales et d'insertion comme Emmaüs et comme Lulu dans ma rue et bien d'autres. Donc c'est des entreprises qui recrutent des personnes qui sont éloignées de l'emploi, sont privées d'emploi depuis un moment et qui leur proposent un parcours de retour à l'emploi à travers le travail. Et donc, les entreprises à but d'emploi sont un peu les petites sœurs, parce qu'il y a beaucoup de types de structures qui s'adressent à des personnes différentes. Et nous, on s'ancre dans un projet qui s'appelle nationalement Territoire zéro chômeur longue durée, que vous connaissez peut-être, et qui consiste sur des territoires donnés à expérimenter un droit à l'emploi. C'est-à-dire que sur le quartier des Quatre Chemins, comme 70 territoires en France, ce droit à l'emploi, il permet à des personnes qui sont volontaires et qui disent, moi, je n'ai pas d'emploi et j'aimerais trouver un emploi localement, d'en obtenir un. Et l'entreprise à but d'emploi, PAM, qui existe depuis 2023,
a recruté jusque-là 62 personnes et agit dans le quartier. Et les activités développées sont à la croisée des chemins entre répondre à des besoins du quartier, besoins sociaux, besoins écologiques, besoins économiques. Donc on a un pôle culinaire, on a un pôle couture et emploi, on a un pôle végétalisation et on a un pôle solidarité. Donc il faut répondre aux besoins du quartier et puis en même temps, les emplois créés correspondent aux appétences et aux compétences des personnes prises en emploi qui deviennent nos collègues. Et donc on est une très belle équipe aujourd'hui de 62 salariés. Et Tim, qui m'accompagne, est responsable du pôle solidarité. Donc pour dire deux, trois mots sur ce pôle avant que Tim entre dans le détail de ce qu'on a fait avec la ville de Pantin. Le pôle solidarité regroupe les personnes qui ont plutôt des profils avec des compétences sociales fortes, des capacités de communication, d'altruisme, d'empathie. En fait, on essaie de réunir dans ce pôle toutes les personnes qui auraient vocation à travailler dans ce qu'on appelle le CARE, à faire de la médiation sociale, à faire de l'aller vers. On a, à titre d'exemple, deux activités phares. Une boutique anti-gaspi solidaire, qui est un lieu où nous, on récupère des denrées non alimentaires qu'on revend à tout petit prix à des personnes qui sont en situation de précarité. On a aussi un programme qui s'appelle AG Bien Vivre, où on accompagne les seniors du quartier à travers des petits services, de l'accompagnement, rendez-vous médicaux, aider à faire les courses, aider un petit peu sur Internet. Donc, tout ça, depuis 1 an et demi, a permis à PAM d'expérimenter des compétences, de développer un lien au niveau très local, puisqu'on a aujourd'hui plus de 500 personnes adhérentes qui sont essentiellement basées aux Quatre Chemins. Et je rajouterais aussi que les Quatre Chemins, c'est un quartier où il y a 42% de la population qui est né hors de France. Et donc avec une diversité linguistique très forte. Et il s'avère aussi que dans notre équipe salariée, il y a près d'une vingtaine de nationalités et de langues parlées. Et donc, cette équipe salariée, et dans le pôle solidarité en particulier, elle a une capacité de traduction des messages dans différentes langues et une connaissance du quartier qui lui permet aussi d'aller là où des personnes qui connaissent moins le quartier auraient plus de difficultés à aller. Et donc, c'est avec tout ça que Tim, qui est à côté de moi, a organisé avec Simon et les équipes de la ville 1 mois et quelques d'actions pour porter ce budget participatif le plus largement possible. Oui, merci Catfish. C'est tout à fait ça. Donc, dans notre équipe, on a des personnes qui sont en train de se professionnaliser dans le care et dans l'aller vers et qui ont des vraies compétences et qui pratiquent cette activité du coup toute la semaine avec différents partenaires. Mais ce qui me rend particulièrement fier, c'est que on intègre aussi tous les autres collègues qui travaillent sur les autres pôles parce que on a des réunions d'équipe où quand on fait une action où on veut délivrer un message aux habitants, d'abord, on s'essaye sur nos propres collègues dans l'entreprise et c'est l'occasion, en fait, de déjà jouer tout un tas de situations qu'on va plus tard retrouver dans l'allée verte, dans la rue. Parce que du coup, on se rend compte que les réactions face à ce qu'on propose sont très différentes. Les points où ça coince, où les gens ont des réticences de participer sont aussi très divers. Donc, il y a bien sûr la langue, la légitimité, toutes les choses qui ont été invoquées là. Il y a aussi des personnes qui ont très peur pour tout ce qui est données, traitement des données. Est-ce que je dois mettre mon numéro de téléphone, mon adresse? Est-ce que ça va être transmis à qui? Donc, il y a toutes ces thématiques qu'on va pouvoir aborder et on va pouvoir affiner une petite cartographie en fait des différentes populations avec leurs différentes craintes, leurs différentes manières d'être éloignées du débat. Et on a un kiosque qui est donc très central dans les Quatre Chemins qui nous permet de rencontrer ces personnes. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que souvent, on rencontre différents profils au même moment et on arrive à créer des moments de convivialité. Au même temps, on fait goûter des jus d'Ibissap issus de notre production au pôle culinaire. On peut parler des autres activités des PAM, du droit à l'emploi.
Et on crée des temps donc longs d'échange avec les personnes où il y a aussi des rencontres possibles entre des habitants. Et là, des fois aussi, il y a eu des rencontres entre toujours les mêmes, en fait, avec des gens très éloignés. Et si on arrive à créer un moment où il peut y avoir quelqu'un qui est toujours à l'association ou un propriétaire qui veut qu'on fasse de chez lui un nouveau terrain de pétanque et qu'on peut en fait incarner cette volonté de participer et la montrer en oralité et en plasticité avec une dictique qui dit voilà, c'est par là. Vous imaginez bien qu'ici, on pourrait faire des tables et tout ça. On arrive à rendre plastique les choses et ça enlève les barrières. Et après, on a aussi la chance de connaître des personnes qui sont déjà très impliquées dans des communautés, donc par exemple euh, dans les foyers à Douma, et qui connaissent très bien les personnes et leurs craintes. Et on peut du coup détacher une équipe où on dit cette personne-là parle plusieurs langues africaines, on l'associe avec une autre personne qui peut très bien rassurer, expliquer. Et les deux, ils passent un après-midi dans le foyer et peuvent récolter des retours qui autrement ont été passés à la trappe. Donc, ça, c'est mon petit retour d'expérience. Merci beaucoup. Et du coup, après, pour vous donner quelques chiffres sur le retour global de la votation du BP à Pantin. Euh, donc au total, on a eu un record du nombre de votants. On a fait plus de 20% par rapport à l'édition précédente. Et ça a été notamment dû à la mobilisation sur l'espace public et donc aux équipes de PAM et aux vacataires de la ville. Je précise aussi que, enfin, outre la mobilisation donc de PAM et la prestation, on a aussi fait pas mal d'actions, enfin quelques actions en commun entre les vacataires et les salariés de PAM pour aussi que nos vacataires s'inspirent de la manière d'aller vers des salariés de PAM et s'en nourrissent. Euh, et voilà. Donc toujours est-il que du coup la mobilisation et le nombre de votants a augmenté, que c'est notamment dû donc à l'aller vers sur l'espace public et du coup que ça a permis de régler quelques freins qu'on avait remarqués lors de la révision du budget participatif, avec un rééquilibrage à la marge des projets lauréats par quartier, donc notamment aux quatre chemins. Alors là, du coup, on n'a qu'une édition de recul avec ce nouveau budget participatif et ces nouveaux dispositifs, donc c'est trop peu pour aussi bien prendre conscience. Et on va voir après l'édition 2025. Toujours est-il que sur les quatre chemins, on a eu 3 projets lauréats. Donc en fait, ce qui équivaut aux deux autres QPV du reste de la ville que sont les Courtières et Mairie Hoche. Et du coup, moins de projets lauréats à Église qui, pour le coup, jusqu'à présent, étaient surreprésentés en nombre de projets lauréats. Et ça, c'est dû notamment à une répartition aussi des votes par quartier, où on voit en effet que, alors, on n'a pas les adresses de toutes les personnes, c'est pas une donnée qu'on demande au moment du vote, on demande juste s'ils habitent à Pantin ou s'ils travaillent à Pantin. Donc, on ne sait pas exactement dans quel quartier habitent les votants. Par contre, ce qu'on sait, c'est le nombre de votes totalisés sur les projets de tel ou tel quartier. Donc, ça nous donne quand même une indication. Et là, on voit que de la même manière, les quatre chemins sont surreprésentés. Donc, on a réussi à aller chercher beaucoup plus d'habitants des quatre chemins. Et on a un peu la même chose, du coup, au Courtières, on a plus de 16%. Donc, c'est l'autre quartier politique de la ville. Et Mérioche, pareil, qui s'en sort plutôt bien avec 12%, qui est le troisième. Donc, ça, c'est un peu une réussite pour le coup et on est assez fiers d'avoir basculé la tendance de ce point de vue-là. Après, ça s'est pas forcément traduit dans le budget alloué par quartier parce que, un peu comme pour les éditions précédentes, on a eu donc 3 projets lauréats aux quatre humains, ce qui est plutôt bien. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, ils coûtent bien moins cher que les projets lauréats sur d'autres quartiers. Donc du coup, quand on ramène ça au budget, en fait, c'est toujours les quatre chemins qui ferment la marche. Donc là, je pense qu'on aura encore de nouvelles questions à se poser pour un peu rééquilibrer tout ça.
Mais voilà, ce qu'on a retenu en tout cas, c'est que la partie aller vers, ça a marché avec PAM et avec des nouvelles manières de penser la votation, et qu'il faut encore qu'on consolide sur le reste. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Merci à tous les trois pour ce retour d'expérience particulièrement intéressante. Euh, Peut-être avant de laisser la parole aux autres participants, Tim et Cathy, j'aurais peut-être une question pour vous. Euh, sur le terrain, voilà, quel discours fonctionnait le mieux? Est-ce qu'il y a des arguments que vous retrouvez régulièrement où ils ne voulaient pas voter pour le budget participatif? Et si vous aviez peut-être des points à améliorer pour 2025, ce serait quoi en gros? Quelles sont les grosses conclusions que vous avez tirées de votre première expérience avec ce budget participatif-là? Et quelles sont les choses que vous allez réutiliser pour que ça fonctionne vraiment? Et à l'inverse, des choses qui ont moins bien fonctionné que vous allez peut-être améliorer. Donc, moi, je me suis rendu compte que ça fonctionne particulièrement bien quand on a le temps, quand on crée une situation de convivialité, quand on arrive à s'asseoir et à parler aussi d'autres choses. En fait, on a eu pas mal d'écarts. En fait, on a vu les personnes plusieurs fois parce que du coup, comme on a investi les kiosques toujours au même endroit, on croisait les gens qui ont passé une fois très vite et après, ils ont réussi à s'arrêter. Et c'était vraiment très utile de pouvoir entre-temps, parler des autres activités de PAM, de proposer, de juste prendre un café au café associatif et de dire, on a aussi la boutique anti-gaspillage, ça pourrait vous intéresser. Et en fait, c'était la manière de passer par une première barrière qui est, en fait, non, budget, ça peut pas être pour moi. Démocratie, de toute façon, je peux pas voter, je suis pas français. Euh, donc, en fait, pour dépasser toutes ces barrières-là, il était très utile de créer un petit moment où on peut parler d'autres choses et de juste être dans l'écoute et de dire, en fait, on est aussi là euh, pour améliorer la vie avec l'entreprise à but d'emploi et avec toutes nos actions. Et ça nous a vraiment aidé de pouvoir jouer euh, sur ce mélange en fait d'aller vers avec une permanence au kiosque et en écoute. Oui, finalement, c'est la création du lien social sur le long terme qui fonctionne le mieux. Oui. Passer les... Toujours s'appuyer sur les liens qui existent déjà et aussi, du coup, si ça marche pas la première fois, réfléchir si c'est pas mieux d'associer quelqu'un d'autre. Et aussi, les enfants, ça a très bien marché. Dès qu'il y a des enfants, dès qu'on a quelqu'un qui peut dire, mais en fait, je pense qu'on se connaît, vous faites pas le même cours de judo avec ma fille. En fait, ça enlève des barrières. Et aussi, donc, j'insiste beaucoup sur l'idée aussi qu'on faut aller en nombre et il faut avoir des tables parce qu'en fait, si dès que les gens voient qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est arrêté, euh, il y a aussi toujours la volonté de prêter oreille à la conversation qui se passe à côté. Et en fait, on s'inspire du courage de l'autre pour dire, en fait, moi aussi, ça m'intéresse. Moi aussi, j'aimerais bien faire évoluer notre quartier plutôt dans ce sens-là. Et vous avez tout à fait raison. En fait, il manque ça ou il manque ceci. Et donc, en fait, le fait de ne pas être juste deux et de ne pas que parler du budget participatif, mais d'être plusieurs et de parler de s'autoriser de des fois aller un peu loin du sujet pour en revenir après nous a beaucoup aidé. Je pense que c'est des choses à retenir parce que moi-même j'étais un peu hésitant au début parce qu'on a toujours on s'est dit il faut des objectifs, on doit parler de ça, on est dans une truc d'aller vers classique où en fait on a un feuille, on veut recoter et on veut avoir du chiffre sur combien de personnes on a rencontré, mais en fait, le qualitatif est très important. C'est très inspirant. Merci beaucoup pour cette réponse. Peut-être prendre des questions de la part des participants. J'ai vu qu'il y en avait dans le chat, alors plutôt sur le budget participatif. Euh, Alors, quel était le statut demandé pour répondre au budget participatif? Est-ce que c'était un particulier ou simplement association ou collectif? Est-ce que le vote était soumis aux citoyens et est-ce que c'était destiné à l'ensemble de la ville ou seulement au QPV?
Tout le monde peut déposer, enfin, association, collectif ou particulier peuvent déposer des projets au budget participatif et après, c'est soumis au vote de tous les citoyens à partir de 9 ans. Euh, et c'est donc, enfin, à partir d'un moment qui habite ou qui travaille à Pantin. Je vois qu'il y a une question sur l'enveloppe financière aussi. On est en train de l'augmenter. Là, pour la dernière édition, elle était à 800 000 euros. Elle passe à 1 million pour l'édition 2025 avec une répartition entre, en gros, on a deux catégories de projets, les projets de quartier et les projets, grands projets pour la ville. Donc, les grands projets pour la ville, on essaie de les, enfin, l'idée, c'est d'augmenter l'enveloppe pour en faire un peu l'appel d'offres, le projet qui va être un peu ambitieux et qui va redessiner des bouts de ville, quoi. Et les projets de quartier, à l'inverse, on a essayé de faire en sorte que l'enveloppe soit plus basse pour pouvoir en faire plus par quartier. Du coup, ça a été une des manières de faire en sorte qu'il y ait moins de disparité entre les quartiers. Des projets moins chers, mais on s'assure qu'il y en ait plus. Enfin, là, maintenant, il y en a au minimum 2 par quartier qui sont lauréats. Euh, Hop, et après, les autres questions, c'était... Non, c'est à l'ensemble des quartiers. Du coup, il y a une question sur est-ce que c'est destiné à toute la ville ou précisément le QPV. C'est sur tous les quartiers de la ville qu'on a le budget participatif. Donc, il y a 5 quartiers, dont 3 en QPV. Je me suis permis de répondre. Le vote se fait sur le site de la commune. Alors, on a plusieurs modalités de vote. Donc, on a le vote aller vert. Donc, c'est surtout ça dont on vous a parlé. Donc, avec les vacataires et PAM. On a un vote en ligne. On a un vote dans des urnes dans l'ensemble des équipements municipaux. Donc, la mairie, tous les centres sociaux de la ville, etc. On a un vote par courrier, parce qu'on boite dans l'ensemble de la ville un catalogue qui reprend tous les projets soumis au vote, et du coup, il y a assez classiquement une lettre T en fin de catalogue, et les gens peuvent nous renvoyer par courrier leur vote. Et on a permis, là ça fait 2 éditions qu'on le fait, aux gens de voter par SMS. Donc du coup, ils peuvent nous envoyer un SMS avec les projets choisis. Dans ce qui marche et ce qui marche pas, on voit qu'en vrai, on a les verts qui marche et tout le reste qui est assez stagnant, voire qui diminue. Le découpage des quartiers, oui. Je vois une question d'Elliot. Le découpage des quartiers décidé par la ville, oui. Oui. Enfin, depuis un moment, ça n'a pas changé. C'est assez historique. Ah, il y a un petit demande de définition d'acronyme QPV. Ouais, donc c'est quartier, en gros, c'est les quartiers prioritaires politiques de la ville. Donc c'est décidé par l'État qui régulièrement, enfin quand il y a un contrat de ville, en gros, il y a une géographie prioritaire qui est actée. Et donc sur ces quartiers-là, il y a des dispositifs et des enveloppes budgétaires en plus pour aller au-delà du droit commun. Et voilà. Et donc du coup, on utilise ça aussi. Le coût financier alors, bah, c'est ce qui coûte. Ça dépend. Enfin, sur les vacataires qu'on a eu, nous, on en a eu 6. Donc, je pense que c'est pas si mal pour vu la taille de la ville. Pantin, c'est 60 000 habitants. Voilà. On en a eu 6 du coup, ce qui est plutôt bien. Et du coup, ça coûte 6 emplois temps plein après avec un taux horaire qui est pas incroyable non plus, hein. Et après, sur PAM, j'ai plus le budget exact de la prestation qu'on avait fait avec vous. C'est sûr que rapporté au nombre de votes, ça revient cher le vote. Après, je pense qu'il faut surtout se dire que l'aller vert, c'est aussi un moment, ben, comme le disait Tim, où on a le temps de faire du qualitatif, on a le temps de parler aux gens du budget participatif, mais aussi de tout le reste, de les amener certes à voter, mais pourquoi pas commencer à réfléchir à notre BP. Donc en fait, je pense que rapporter que à la votation, c'est cher. Rapporter à ce que ça rapporte, enfin, le bénéfice global sur la possibilité pour les gens et ce qu'on voit moins de utiliser le BP comme une première approche dans la participation à la vie locale en général, ça vaut le coup.
Sur les fréquences des ateliers, alors nous c'était avec les vacataires en fait, ils étaient là, donc ils étaient six, ils étaient là tous les jours, enfin, en roulement, et en plus donc dans l'équipe, enfin en plus il y avait l'équipe du pôle mobilisé, donc tous les jours on avait pas mal de, enfin, tous les jours on avait plusieurs actions en simultané, et PAM c'était au moins deux, trois actions par semaine pendant un mois. Et pour la forme la plus efficace, bah, c'est un peu ce que disait Tim, c'est aller sur l'espace public à un endroit où ça marche bien et, euh, et prendre place vraiment, avoir une table, être identifié, si possible avoir du café s'il fait froid et ou un jus, enfin, appâter le chaland avec un peu de nourriture, ça marche toujours. Et après aussi, viser le plus possible. Ça paraît, c'est un changement qu'on va faire, qu'on n'a pas fait pour 2024, mais qu'on va faire pour 2025, mais les moments les plus dynamiques de la ville et où on peut les choisir aussi en fonction de justement les publics qu'on veut avoir. Nous, jusqu'à présent, on faisait la votation en septembre, mais comme beaucoup de villes le font, parce que un calendrier de mairie, quoi. Et là, en fait, on va basculer, on n'a pas pu le faire dès 2024, mais on va le faire en 2025 avec une votation en juin. Et en fait, c'est le moment où, typiquement, dans tous les centres sociaux de la ville, il y a une activité qui est beaucoup plus importante qu'en septembre. Et du coup, on va pouvoir se greffer à tout leur temps fort aussi. Et ça, c'est hyper important de... En fait, on a du mal à créer des moments conviviaux juste avec le budget participatif parce que bah, ça vraiment, on n'a pas forcément le budget pour tout le temps payer des animations, etc. Donc, du coup, autant profiter de ce que font les autres, de là où on sait qu'il y aura des gens. Et donc voilà. Et du coup, nous, c'est un peu l'idée là. Donc, on va plus se calquer sur les temps forts des centres sociaux de la ville, enfin, des maisons de quartier, qui sont les centres sociaux. Alors, il y a une question sur Euh, la centralisation des votes pour éviter des doublons, vu qu'il y a plusieurs modalités. ouais, bah alors du coup, en plus, on ne demandait pas tout à fait les mêmes choses selon les votes, parce que typiquement, sur le vote SMS, on ne demandait pas grand-chose, parce qu'en fait, on demandait par SMS à quelqu'un de nous donner son adresse, etc. Enfin, bref, c'est un peu long. Donc en fait, notre contrôle du doublon, il se faisait par le numéro de téléphone. Donc, j'essaie de suivre les questions. Ouais, bah, si tu veux, je te. Alors, comment intéresser les élus à ces actions au profit des citoyens, voire des familles dites invisibles, quand ces élus sont souvent tournés vers le développement économique? Alors, ouais, moi j'avoue que sur Pantin, on a des élus qui sont maintenant assez convaincus de l'importance de la participation citoyenne et des intérêts de manière très claire de ce qu'eux aussi peuvent en tirer dans comment ils améliorent leur politique publique. Il y en a toujours qui connaissent moins ou qui vont avoir un temps d'adaptation, mais je pense qu'ils peuvent vite voir où ça les aide. Après, faut peut-être aussi voir en fonction de l'élu et de qui on a en face, quel dispositif de participation citoyenne valoriser auprès de lui pour que il voit ce que ça apporte. Peut-être qu'au début, le budget participatif, c'est pas le plus simple à valoriser parce que c'est quand même souvent un dispositif qui embête les autres directions, enfin, c'est pas le plus simple hein, et le plus, ouais, le mieux comme phrase d'accroche, quoi, mais faut trouver le bon dispositif et vendre celui-là, quoi. Je conseille pas forcément de faire ça avec le BP. Alors, on a une question plus, je pense, pour Pam. Quelle est la différence entre une entreprise à but d'emploi d'un atelier et un chantier d'insertion, par exemple? Alors, il y a plusieurs différences. D'abord, l'entreprise à but d'emploi ne recrute que sur un territoire donné et recrute sans... Donc, après, ça, c'est comme les ateliers chantiers d'insertion, sans condition de compétences, de diplôme ou autre. Nous, on a une liste de personnes demandeuses d'emploi de longue durée sur le territoire et on recrute dans l'ordre d'arrivée sur cette liste. Donc, c'est cette notion très territoriale. Et aussi, nos collègues, on est tous en CDI. euh, et du coup, là où les chantiers d'insertion
finissent souvent en 12 mois maximum, et les structures d'insertion, en général, c'est 2 ans maximum. Nous, on a des CDI qui permettent de s'ancrer dans le temps. Et la dernière spécificité, c'est le CDI à temps choisi, c'est-à-dire que l'ensemble de l'équipe salariée a des horaires qui sont adaptés aux contraintes de vie. Euh, et ça, voilà, ça permet, par exemple, de conjuguer vie parentale et vie professionnelle en proximité, et de faire en sorte que là où il y a de la privation d'emploi parce que les emplois ne sont pas adaptés aux personnes, bah, nous, on adapte l'emploi à la personne. Est-ce comme une association intermédiaire? Nous, on recrute directement, enfin, nos collègues sont directement salariés. Euh, voilà. Donc, c'est pas forcément le cas des associations intermédiaires. Merci pour cet élément de réponse. Alors, il y a Patricia aussi qui parle du fait d'aller vers sur les marchés qui fonctionnent bien et aussi les actions avec les lycées et les collèges pour toucher une partie des jeunes. Effectivement, c'est une bonne, démarche aussi pour aller toucher les parents, au lycée et au collège et sur les marchés, vu que c'est des, lieux assez stratégiques comme par exemple, la boulangerie où, il y a plusieurs, collectivités aussi qui, permettent ils impriment en fait par exemple la phase de vote sur les sachets de pain puisqu'ils considèrent qu'en fait la boulangerie c'est un élément central, donc il y a des petites techniques comme ça qui fonctionnent bien. Alors là, il y a une question aussi donc pour la ville, donc pour toi Simon, j'imagine. Comment maintenez-vous et poursuivez-vous les relations que vous avez pu créer avec les publics les plus éloignés? Bon, pour Pam aussi, et peut-être les orienter vers d'autres sujets participatifs menés par la collectivité? On essaie de garder le lien avec toutes les personnes qu'on rencontre. Typiquement, pour faire le lien avec la question d'avance sur les collèges, pareil, pendant le budget participatif, mes équipes vont dans presque tous les collèges, en tout cas ceux de la ville, et font voter l'ensemble des collégiens et leur expliquent ça. Et en fait, on le fait pendant le vote du budget participatif, mais on va les revoir et on fait des tournées de classe au moment du dépôt de projet et dès qu'on a des concertations qui peuvent les intéresser. Donc là, typiquement, on est en train de faire une grosse concertation sur la féminisation des noms des équipements publics de la ville. On est allé voir l'ensemble des collèges pour leur proposer de participer. Donc on essaie de garder. Et en fait, c'est assez facile parce que bon, il n'y a pas tout le temps des sujets chauds de concertation. Mais quand même, le calendrier, il est assez dense. Donc on arrive à toujours avoir un petit truc à leur dire. Donc on essaie de garder ça. Et puis en prenant le temps aussi, du coup, de les aider en retour, quoi. Enfin, le deal, c'est un peu, ils nous passent du temps pour que nous, on aille parler aux collégiens, mais quand ils font des forums des métiers, ben, on vient. Donc voilà, et du coup, un peu pareil sur les autres publics dès que c'est possible. Typiquement, on essaie de faire entrer aussi dans la démarche l'ensemble des bailleurs. Et ça, bon, c'est assez facile parce que du coup, moi, je m'occupe à la fois de la participation citoyenne et du développement social urbain. Donc, du coup, il y a toute une partie gestion bailleur et un peu contrôle de leur action dans certains domaines. Et du coup, c'est un peu, on leur demande des efforts sur la participation et du coup, d'aller arriver à choper leur public, pareil, un peu plus éloigné. Et en contrepartie, enfin, c'est un peu bonne entente et parce qu'ils savent qu'en en fait, on est aussi important pour eux pour débloquer des situations. Donc voilà, c'est un peu, ouais, des, des liens comme ça qui se font et qu'il faut quand même, ouais, continuer à entretenir. Ouais, c'est de l'investissement. Ouais. Mais qui après, très vite, paye, hein. Porte ses fruits, ouais. Et du Ouais. coup, il y a aussi une question de Aziz sur est-ce que vous mettez en place plutôt des outils, enfin, de relations comme les groupes WhatsApp ou Snapchat pour garder le lien ou c'est uniquement présentiel? Et j'imagine, oui. Donc, quel recul vous avez sur ces outils si vous avez déjà utilisé WhatsApp, Snapchat, des groupes de discussion comme ça? Euh, alors WhatsApp, moi, pas trop, enfin, en tout cas, les groupes, pas énormément, sauf pour des instances ou des groupes réduits. Mais sur le reste, pas forcément, mais c'est plus enfin, plus compliqué d'utiliser cet outil pour la ville. On n'a pas tous les outils pour le faire, donc du coup, c'est sur les téléphones professionnels, personnels des équipes. Donc, on évite un peu. Et on le fait que quand on sait que ça peut être restreint, ouais, sur des instances restreintes.
Alors, il nous reste un peu plus de 5 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que peut-être que quelqu'un veut partager une bonne pratique qu'il a mis en place dans sa collectivité ou quelque chose qu'il a entendu parler, voilà, partager une expérience? Ne faites pas les timides, je suis sûre que vous avez plein de bonnes pratiques. Est-ce qu'on pourra avoir accès aux présentations? Oui, bien sûr, on va vous les envoyer. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Ça peut être aussi par chat si c'est pas trop long. C'est mieux si il y a une participation de vive voix. Non, vous avez pas d'expérience. D'autres questions non plus? Bah, ce que je propose, si ça convient à tout le monde et que vous avez plus de questions, c'est de terminer ce webinaire sur une bonne note. Merci à Simon, Tim et Catfish d'avoir contribué à ce webinaire. C'était très intéressant. Donc, on vous envoie les présentations. N'oubliez pas de télécharger les fiches de bonnes pratiques. Et on va également écrire un article sur ce retour d'expérience qui est particulièrement intéressante. Donc, surveillez bien nos réseaux pour suivre ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée, à bientôt tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir.